les mêmes valeurs que nous et on met en place des actions ponctuelles dans l'année parce que bon, ça reste du bénévolat et on a toute notre vie à gérer à côté. Mais c'est important d'avoir des actions toute l'année et de faire connaître la maladie. Rien que le symbole de la maladie qui est le ruban jaune, rien que ce symbole-là, il n'est pas connu du tout. Donc c'est vrai que de faire des actions sur le terrain, de parler au public de cette maladie, parce que le public connaît maintenant le nom, endométriose, mais ça reste encore oh, c'est une maladie de règles ou vous avez des problèmes de fertilité. Non, c'est pas que ça. Si ça serait que ça, on serait content d'ailleurs. Mais non, c'est vraiment pas que ça et il faut vraiment que le public se rende compte que cette maladie, elle peut handicaper au quotidien à cause des douleurs chroniques, des douleurs qui peuvent s'étendre parfois jusqu'à l'épaule ou jusqu'aux jambes. Enfin, c'est vraiment une maladie qui cause des douleurs et qu'il faut prendre au sérieux. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de traitement, pour les femmes, c'est vraiment compliqué à vivre. Quand vous intervenez dans les établissements scolaires ou dans les hôpitaux, donc vous faites des interventions complètement différentes, mais comment est-ce que vous vous adaptez au public ? Alors on s'adapte justement, c'est vrai que on parle pas pareil aux jeunes qu'on va parler à des adultes, parce qu'il faut pas non plus que les jeunes s'effraient ou créer une psychose, c'est vraiment pas notre but. Le but c'est vraiment d'informer, de sensibiliser, et donc on va adapter notre discours en fonction du public qu'on reçoit, donc que ce soit sous forme de conférences, d'ateliers. Actuellement je suis en relation avec le planning familial de Lille, j'ai des collaborateurs qui me soutiennent, notamment notre partenaire Heroic Santé avec lequel on a fait il y a un an la pétition pour chiffrer le coût de l'endométriose, parce qu'on n'avait aucun chiffre en fait, on ne savait pas combien coûtait cette maladie, et donc on a fait grâce à notre partenaire cette pétition et on sait qu'aujourd'hui la maladie elle coûte en moyenne 150 € par mois. Donc c'est une moyenne, hein, et donc c'est cher, hein, forcément, vu la conjoncture en plus actuelle. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte que la maladie, quand on a des soucis, quand on a des douleurs, on a des traitements antidouleurs, quand on a une pilule en continu ou enfin des traitements mono à prendre en continu, quand on doit se faire opérer, il y a tous les examens avant, il y a de l'hospitalisation et parfois on n'est même pas pris en charge par la sécurité sociale. Les frais des consultations des professionnels, il y a des honoraires qui sont pas pris en compte non plus. Si on consulte un ostéopathe, enfin tout ce qui est médecine alternative, c'est pas non plus pris en charge. Donc voilà, c'est un budget. Et comment on fait quand on n'a pas ce budget-là ? Comment on fait ? On peut pas travailler, on n'a pas les sous, et donc comment on fait ? Et ça, c'est vraiment la question. Les gouvernements savent, mais qu'est-ce qu'on met en place pour nous ? Alors oui, il y a une stratégie en place, il y a une stratégie nationale qui est mise en place, il y a des filières de soins, enfin voilà. Mais concrètement, sur le terrain, on répond quoi aux femmes qui souffrent tous les jours ? Non, c'est des questions qui sont malheureusement aujourd'hui sans réponse. Vous parlez de stratégie nationale, c'est des stratégies qui sont pensées dans quel objectif ? Alors je pense qu'il y a une volonté politique, parce que je pense que les années passent et que on reste là à se battre. Donc il y a peut-être une volonté politique à enfin nous écouter. De toute façon, on lâchera rien, donc quel que soit le gouvernement. Maintenant, ça fait quand même une dizaine d'années que le gouvernement sait qu'on est là. Il y a des mots qui ont été employés. Maintenant, concrètement, nous, ce qu'on veut, c'est des actions vraiment concrètes. Donc, les filières de soins, les centres de référence, tout ça, c'est des mots. Mais on a bien conscience que pour faire des centres de référence, il faut former d'abord les professionnels. Avant de parler de centre, il faut d'abord former. Et ça, former, ça prendra pas 1 an, 2 ans. Il faudra en moyenne 5 à 10 ans. Et en attendant, les centres de référence sont dans les grandes villes. Hein, alors si on habite en province, on fait comment pour aller consulter ? C'est compliqué. Il y a des femmes qui sont obligées de traverser toute la France pour aller se faire opérer par des spécialistes
parce qu'ils sont dans des centres de référence, dans des centres de référence qui sont loin, qui sont onéreux, et les frais ne sont pas, les frais de transport ne sont pas pris en charge, les frais d'hospitalisation ne sont pas pris en charge. Donc si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se soigner. On en vient aujourd'hui à ça, et donc toutes celles qui n'ont pas d'argent, elles restent sur le carreau. Et c'est pas normal, parce que c'est une maladie, on n'a pas choisi, on est victime de cette maladie. Et donc il est vraiment temps de faire bouger les choses, d'accélérer le mouvement, même si le mouvement il est en place, et de mettre les moyens, parce que là on parle de moyens financiers pour la recherche, pour la formation des professionnels de santé, et voilà. Dans les actions que vous menez sur ces espaces où les femmes peuvent intervenir, qu'est-ce qu'elles vous disent le plus souvent? Elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées parce que quand on a mal, on est fatigué. Quand on n'est pas entendu, on est fatigué. Quand on va consulter, qu'on n'est pas cru, ça fatigue. Et comme me disait tout à l'heure ma chère collègue, il y en a qui sont en dépression parce que la douleur physique fait mal, et quand en plus ça engendre une douleur morale, c'est la catastrophe. On n'en parle pas, mais il y a certainement des femmes qui se suicident suite à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors nous, les associations, on fait ce qu'on peut, avec nos propres moyens. On les écoute, on les soutient, c'est très important. On est là pour les accompagner au mieux, pour les orienter vers les professionnels qui sont spécialisés. Mais c'est pas facile, et on manque de moyens. De toute façon, on a les moyens d'une association, on a les moyens qu'on nous donne. On a la chance d'avoir des collaborateurs, des partenaires qui sont là, qui nous soutiennent. Mais on peut pas tout faire non plus. Il faut qu'il y ait une volonté politique qui nous accompagne. Et ça, ça dépend pas de nous. Donc, vous pouvez orienter les personnes vers des spécialistes. C'est ce que vous avez réussi à mutualiser avec toutes les personnes que vous avez eues dans ces espaces de discussion. Oui, c'est vrai qu'on a une liste de professionnels de santé qui sont spécialistes, mais on n'a pas beaucoup. Ça aussi, ça pose un souci. Pour consulter parfois un spécialiste, il faut attendre 6 mois, 1 an. Et aussi on a ce problème, parce que les jeunes, les internes ou les futurs médecins ne veulent pas forcément devenir gynécologue, parce qu'il y a eu aussi toute cette mauvaise publicité qui malheureusement a été faite, et c'est normal aussi, parce que il y a eu le procès du professeur, d'un professeur qui a été accusé de violence gynécologique, et donc forcément ça sur le métier de gynécologue, ça a eu des répercussions. C'est l'impact de cette affaire qui a fait que y a moins de personnes qui veulent aller dans cette filière. En fait, on va dire qu'un jeune qui va s'orienter vers des études de médecine, si on lui demande de choisir entre prendre en charge une femme qui a des douleurs rhumatologiques et une femme qui a de l'endométriose, il va vouloir prendre en charge la première personne, parce que c'est moins compliqué et il y aura moins aussi de conséquences. Bien sûr, mais si jamais ça venait à changer, et si demain on a des réponses, ça pourrait aussi changer. Ça pourrait. Il faut essayer de voir un petit peu de positif de temps en temps quand même. Un petit peu d'espoir. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que on devrait avoir normalement de plus en plus de professionnels de la santé qui sont formés, qui seront sensibilisés. Je sais que moi, quand j'ai été diagnostiquée, c'était un jeune médecin, c'était lors d'une échographie, et ça reste assez rare le fait de pouvoir diagnostiquer la maladie lors d'une échographie. D'habitude, c'est au moins l'IRM, voire pendant une opération, on va pouvoir vraiment diagnostiquer la maladie. Donc moi, j'ai eu de la chance de tomber sur ce jeune médecin qui était sensibilisé, qui tout de suite a noté c'était probablement une endométriose. Et je pense à cette jeune femme qu'on a vue le week-end dernier, qui nous disait que sur la base d'un même examen, d'une même IRM, d'un même résultat papier, dans une ville du nord de la France, on lui a dit qu'il n'y avait rien, et à Lille, on lui a dit tout de suite, c'est une endométriose. Et elle a été orientée sans refaire d'examen, sur la base du même examen, du même compte-rendu d'examen, des mêmes images.
Donc c'est là où on se rend compte que c'est vraiment très important d'avoir des professionnels qui sont formés. Et effectivement, logiquement, on devrait en avoir de plus en plus. Donc d'ici 10 ans, on a quand même bon espoir que le diagnostic soit facilité par rapport à ce qu'on a pu connaître, nous, ces dernières années. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a une évolution, attention, hein, je ne veux pas dire que rien n'a été fait, il y a une évolution, mais ça prend du temps de former. Rien qu'avec un simple questionnaire, aujourd'hui, on arrive en ciblant avec des bonnes questions, voilà, si vous avez des douleurs chroniques, enfin voilà, rien qu'avec un questionnaire, on peut déjà orienter vers un diagnostic, mais il faut avoir cette formation. Et voilà, ça prend du temps. On va refaire une petite pause musicale